Nous poursuivons avec Jean-Jacques Guay, journaliste et critique d'art. Jean-Jacques Guay est auteur, concepteur et réalisateur de films, d'expositions et de produits transmédia pour la télévision, les musées, le web et l'institutionnel culturel. À l'origine des séries jeunesse 1 minute au musée pour France 3 et Mémo pour le CNDP France 5, il est également commissaire d'exposition. Jean-Jacques Guay collabore et a collaboré à différents médias, notamment L'Œil de Lynx avec Canal+, Arte Créative, MCD, Turbulence Vidéo, Art Tension, Artworld Magazine, etc. On vous écoute. Merci. L'œil de lynx. L'œil de lynx, oui, enfin, c'est lynx, c'est lynx. L'œil de lynx, voilà. Bonjour à tous. Merci Vincent, merci au comité d'organisation de m'avoir invité. Alors, je vais vous parler d'une autre forme de portrait, un portrait sans portrait, pour une intervention que j'ai appelée Les yeux sans visage. Vous allez comprendre tout de suite ce qui se passe. Alors, on va parler de la VR. Alors, on peut se demander que regardent-ils tous ces visages masqués, ces hommes sans visage. Imaginez ces foules aveugles dans ces box impersonnels, spectateurs vissés sur des tabourets rotatifs ou déambulant à jamais dans des halls déserts, sans but. Un ballet de fantômes, de morts vivants, de zombies même, sans visage, habitant un monde parallèle. Deux mondes parallèles, le réel et le virtuel à la fois. Nous sommes réunis pour parler du visage. Or, le spectateur de réalité virtuelle, VR, Virtual Reality, est sans visage et affaibli de multiples facettes. Équipé d'un masque de vision et d'écouteurs, géolocalisé ou pas, il est au centre de l'action tout en étant exclu. Il est seul et sans visage. Alors, s'immerger dans la réalité virtuelle, un réalisateur confronté à des problématiques de production VR disait récemment... Donc, s'immerger dans la VR, c'est un peu comme être à une fête sans y être invité. C'est-à-dire, on est dedans, mais on est exclu. Ou même vivre sous un régime fantomatique, ajoutait-il. Alors, la VR, bien sûr, vous connaissez tous, vous avez tous peut-être certainement expérimenté. Elle a aussi ses détracteurs. Par exemple, le directeur de la création de Black Pills, la plateforme de Xavier Niel, disait récemment... Quel spectateur voudrait se coiffer d'une boîte à chaussures pour regarder un film? Ce qui peut être compréhensible. Pourtant, les industries de l'innovation, GAFA en tête, se précipitent sur le phénomène VR. Technique comme la création. Plus la technique que la création, on va dire. Il s'agit de vendre. Avoir ces foules aveugles et ces troupeaux sans visage, il est alors temps d'interroger le double visage des nouveaux spectateurs de la réalité virtuelle. Habitants de la réalité comme du virtuel, à la fois subjectif et collaboratif, passif et passible. Pour apprendre la VR, ce nouveau cinéma, cette nouvelle machine à sensations, je convoque ici, par le titre de cette intervention, le film de Georges Franju, qui s'appelle « Les yeux sans visage ». Alors, cette œuvre incunable, j'y ai pensé tout au long de mes expérimentations de VR. Parce que ce film noir et blanc des années 60, quelle est l'histoire? Je vais vous dire tout de suite l'histoire, je vais la dire à la fin, mais c'est quelque chose qui pourrait vous manquer. Alors l'histoire, c'est un chirurgien dont la fille a perdu le visage, a été défigurée, qui n'a plus que ses yeux, qui n'a plus de visage. Et bien il va chercher à lui greffer un visage. Et il va capturer des jeunes filles qui ont des visages magnifiques pour faire des opérations et réussir une greffe de visage, une greffe sans espoir. De cette jeune fille qui ne retrouvera jamais de visage. Un film fantastique où Franju rend visible ce que l'on ne voit pas, dans une sorte d'infraréalisme. Alors, appréhender aussi la VR, il y a autre chose, c'est un autre cinéaste qu'il faut écouter, c'est peut-être Jean-Luc Godard, toujours provocateur, qui disait « Le cinéma nous montre l'infiniment moyen des choses ». Et il continue en disant « Car pour pénétrer l'infiniment petit, il faut un microscope ». Et les étoiles ne peuvent être vraiment appréciées qu'avec un télescope. Or, on s'aperçoit, avec la VR, et si on se penche un peu sur l'histoire de la VR, que la réalité virtuelle a été mise au point pour nous emmener dans ces extramondes, ces mondes extra-humains, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Alors, d'où vient cette réalité virtuelle? La VR, c'est dans l'œil du cyclone, dit-on souvent. Pourtant, le spectateur VR est souvent expulsé de l'action. Il était sur scène, mais se retrouve au poulailler. Acteur de ce théâtre ou spectateur panoramique, il est enfin au milieu de la scène.
sur cette scène, comme le souverain l'était au XVIIe siècle. Le souverain avait son siège sur la scène de théâtre. Mais il y erre sans but, à la recherche de son double. Car dans la VR, tout nous ramène au théâtre. Le panoramique, l'interaction directe, la liberté de se déplacer. Il ne faut pas oublier qu'avant le XIXe siècle, le spectateur était debout, turbulent, rentrait et sortait de la salle, et qu'il a fallu l'assagir, l'asseoir, lui donner un point de vue. Or, la VR promet une libération de la posture, même si la posture assise est préconisée. Une autre chose nous ramène au théâtre, l'expression même réalité virtuelle, qui remonterait au théâtre, excusez-moi, j'ai passé un peu... Alors, nous ramène au théâtre, c'est-à-dire que l'expression réalité virtuelle remonterait en 1938 dans un livre d'Antonin Artaud, qui s'appelle Le théâtre et son double, où Artaud décrit le théâtre comme une réalité virtuelle. Artaud l'angoissé, Artaud l'acteur, Artaud le poète, Artaud le médium, se retrouve dans cette expression. On ne peut oublier cet acteur qui faisait remonter les tourments de son âme jusque sur son visage dans les films de Dreyer, Pabst, L'Herbier, Dréville et Gans. Médium à la recherche de son double, de son théâtre. On parle d'ailleurs de théâtre en 1950, lorsque l'ingénieur Morton Ellings de l'Université de Chicago met au point, vous voyez, c'est un dessin, le brevet de dessin de Morton Ellings, qui ressemble furieusement au casque qu'on voit aujourd'hui. Mais il dit qu'il a mis au point une expérience de théâtre qui permet d'englober tous les sens du spectateur d'une manière efficace. Et cet appareil donc ressemble étrangement aux appareils d'aujourd'hui. 12 ans plus tard, il construit un prototype surnommé le Sensorama. Donc en 1962, il tourne 5 courts-métrages. Sensorama, vous voyez, c'est différent. On est plus dans un jeu d'arcade. Donc 5 courts-métrages qui comptent présenter au spectateur de manière à engager plusieurs de ses sens. Donc ces 5 sens, 5 courts-métrages, la vue, l'ouïe, l'odorat, le son, le toucher. Le Sensorama permet au spectateur de vivre une expérience d'immersion visuelle et auditive dans une scène réelle filmée au préalable. Il faudra attendre les années 70 pour que Thomas Furless introduise la technologie de la réalité virtuelle au sein de l'armée de l'air, qui est désormais dotée de simulateurs, donc de l'armée plutôt, simulateurs de chars d'abord, puis de vol. Et c'est ainsi que l'image de synthèse, en temps réel, devient la matière de ce second monde virtuel et accède à l'immersion interactive des sens et de ses acteurs. On voit dans la réalité virtuelle d'aujourd'hui 2 phénomènes. Un phénomène immersif en 3D de monde qui n'existe pas, et un phénomène de monde capturé par des rigs vidéo du monde d'aujourd'hui, avec un effet immersif total. Donc dans les années 80, on va revenir ça. Alors je suis là. Attendez, hop, hop. Voilà. Dans les années 80, le développement exponentiel des technologies électrodigitales va amener l'ingénieur du MIT, Jaron Lanier, à populariser cette immersion des sens. En 1985, il fonde la société VPL Research, à l'origine d'appareils qui concrétisent la réalité virtuelle pour l'industrie aéronautique et notamment la NASA, avec le Data Glove, l'Icephone et l'Audiosphère, et des concepts comme le retour de force. VPL Research projette l'homme dans l'infiniment grand de l'espace, travaux avec les robots des navettes spatiales. Donc on pouvait visser des boulons avec le retour de force. Quand on avait vissé, on avait le retour de force, mais le faire sur Terre alors que le robot était là-haut dans l'espace. Et l'infiniment petit du corps humain, avec les nanotechnologies rentrant dans les cellules du corps humain. Pourtant, ce monde virtuel a sans cesse été écrit, décrit et manipulé par les artistes en général, avec la fameuse Cosa Mantelle de Leonardo da Vinci, et en particulier par les artistes des nouveaux médias, aux médiums hybrides, art et technologie. Masqué, casqué, immergé dans les métaproductions augmentées, le spectateur-consommateur n'a jamais été plus au centre de l'action des possibles rêvés. Il faut peut-être que j'avance, excusez-moi. Donc, si cet oxymore barbare de réalité virtuelle est aujourd'hui en vogue, c'est avant tout l'affaire des artistes. Cette appellation d'oxymore reste en effet à définir, car l'opposé de virtuel n'est pas réel, donc réalité virtuelle ne serait pas un oxymore. Le réel s'oppose plutôt à l'irréel, le virtuel s'opposerait, lui, plutôt au factuel. À factuel. La réalité virtuelle est, selon Maurice Benayoun, le réel avant qu'il ne passe à l'acte. Sous-entendu, avant qu'il ne s'actualise, introduisant ainsi l'idée d'un en-deçà de la représentation qui précéderait son actualisation. Lanier, lui, parle de quasi-réalité, donc de presque réel, et renvoie à une technologie informatique
ou électromécanique qui stimule la présence physique d'un utilisateur dans son environnement artificiel, généré par des logiciels, environnement avec lequel l'utilisateur peut interagir de façon ludique. N'oublions pas que Sharon Lanier a commencé de développer la VR en 82 dans les laboratoires de la firme Atari. Donc l'industrie des jeux veillait déjà à cette technologie. Malgré la technicité de la VR, réalité virtuelle, la réalité virtuelle est d'abord un petit théâtre de jeu, dans un face-à-face du regardeur et de son double. La notion de réalité virtuelle est implicitement explicitée par les philosophes, bien sûr, Platon avec sa caverne, Descartes, qui dans son discours de la méthode envisage l'hypothèse que les témoignages de ces sens puissent n'être qu'une série d'illusions coordonnées par un esprit malin. Et là, on peut se poser la question de l'esprit malin. Est-ce le programmateur, est-ce l'homme lui-même démiurge qui créerait son monde quasi réel? C'est cette technologie que l'artiste Matt Mullican utilise pour réaliser en 1991 Five into One et plonger virtuellement, mais de façon très physique puisque la personne voyage dans un monde en synthèse en temps réel, plonger son spectateur dans sa tête, dans son monde enfin réalisé et visitable en temps réel. Depuis les années 60, Mullican travaille sur ces métamondes intérieurs qu'il extériorise sous psychotrope ou sous hypnose au cours de performances publiques proches du living theater. Dans ses expériences sur le symbolisme des représentations et des codes cognitifs, cet acteur du post-conceptualisme tire une cosmogonie formelle en toile et bannière. Je vais vous montrer un peu. Ça, c'est un extrait de Five into One, des captures d'écran de Five into One. Et on va voir les bannières que fait Matt Mullican. Proche de la cartographie mentale, avec des pictogrammes, des circuits, des chartes graphiques et colorées, signalétique minimale et primaire, qu'il visite de l'infiniment grand à l'infiniment petit, on retrouve encore l'idée de la VR, à travers sa mémoire fantasque. Un monde où le vert représente les choses essentielles, le rouge les valeurs spirituelles, le jaune les manifestations conscientes, le bleu les actes inconscients et le noir la communication et le langage. Cette œuvre de projection mentale, Mullican dit qu'elle validate the image, dit-il. Le dessin de Mullican n'est plus seulement une représentation dans un espace conventionnel, écrit Pascal Rousseau, mais la mise en présence d'une figure de soi dans un lieu réel, real place. Et il dit ça dans un texte qui s'appelle The Over, donc l'autre, Matt Mullican sous hypnose. Donc Matt Mullican et l'autre. Donc là, on est tout de suite à la recherche de son œuvre. Cette œuvre graphique a commencé par des voyages un peu autres que les mondes de Mullican, c'est-à-dire qu'il a commencé par être le médium entre donc il s'installait par exemple sous hypnose à côté d'un dessin de Piranèse, le graveur que vous connaissez tous, et il nous faisait voyager par sa voix, il nous racontait son voyage intérieur dans l'architecture du graveur italien, comme s'il la parcourait en étant partie prenante des espaces dessinés. Donc en 91, Mullican se tourne vers la VR. C'est une pièce qui a été financée par le CNAP pour la commande du bicentenaire. Donc vous voyez, 91, la VR, donc c'est tout de suite après avec les technologies de la NASA. Fonctionnait avec des gros Onyx, des machines qui étaient moins puissantes que ça et 1000 fois plus grosses. Et cette pièce, ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle a disparu. Quand vous appelez le CNAP pour avoir des infos sur cette pièce, on vous dit bah non, il y a 3 croquis, c'est tout ce qu'on a. Donc voilà. Donc à partir de cette expérience aujourd'hui disparue, les artistes des nouveaux médias vont s'attacher à garder le visage de leur spectateur comme partie intégrante de l'expérience artistique. Ils ne cesseront de réhabiliter l'écran avec différents concepts de technologie, cave, web, interaction, tactile, son spatialisé, 3D, télescope, dôme, réalité augmentée. Donc on voit différentes œuvres. Là, on a eu Luc Courchesne, le travail de Luc Courchesne avec la SAT. Mais depuis 2013, l'industrie VR revient en force et nous propose de nouveaux masques, HTC Vive, Samsung Gear, Cardboard, Oculus Rift.
il est temps de parler peut-être des dispositifs, parce qu'aujourd'hui, enfin souverain de tous ses sens, dans le petit théâtre de ses émotions, le spectateur, qu'il soit auteur, consommateur ou industriel, va faire de ce nouvel outil de visualisation de possible, le possible de ses désirs. Car s'il, disait André Bazin, le cinéma substitue un monde qui s'accorde à nos désirs, comment appréhender la VR aujourd'hui? Comment vivre le méta-cinéma VR comme il nous est promis de vivre? Aussi révolutionnaire que les fantasmagories de Robertson, aussi libre que le panorama de Fulton, aussi spectaculaire que le cinématographe des Frères Lumière, bien sûr, la rivalité dès 1970, puis augmentée des années 2000, et enfin mixte des années 2010, nous propose de vivre une relation avec les images sans écran, une organogénèse digitale, avec chaque corps spectateur construite à partir d'expériences quotidiennes. Des promesses sanglantes des cinéastes ou fantastiques tels que Michael Powell, The Peeping Tom, même Hitchcock ou Bertrand Tavernier dans La mort en direct, où une caméra est directement greffée dans l'œil d'un acteur, d'un pseudo-acteur qui va instituer une télé-réalité, une première télé-réalité de fiction. C'est Hervé Kettel, en 2 mots, je vous raconte le film, Hervé Kettel et Romy Schneider. Hervé Kettel donc a une caméra greffée dans l'œil et il doit se filmer en direct l'expérience de mort de Romy Schneider, à qui on a inculqué un faux poison, quelque chose qui la rend malade, en disant qu'elle était malade, qu'elle avait une maladie incurable, qu'elle allait mourir. Et ça dans une société où il n'y a plus de mort, où les gens ont dépassé la mort. Et donc Hervé Kettel va nouer une relation amoureuse avec Romy Schneider, et il va filmer cette mort en direct. Et cette mort en direct est retransmise à la télévision comme étant comme une télé-réalité. Ça, on est en 81, on est bien avant la télé-réalité. Donc ça, c'est un travail de fiction. Donc, comment... le grand fantasme des auteurs a toujours été d'allier l'histoire à l'expérience et le sujet au regardeur. Donc là, on a une image de Peeping Tom. Peeping Tom, c'est un film de Michael Powell des années 60, où le cinéaste filme ses victimes en train de mourir, et on se demande comment il fait. En fait, dans son trépied, il a un couteau, et il les filme l'agonie en même temps qu'il les tue, et il les filme en même temps. Donc on a toujours cette idée de mort en direct. Donc on a toujours cet effet wow, parti dans cet effet. Alors, passé l'effet wow, les expérimentations VR fleurissent, et notre société du spectacle émotionnaliste, selon Jean-Luc Bichat, a beaucoup de mal à sauter le pas d'une mutation industrielle et médiatique, sans précédent. Équipement, usage, narration sont remis en cause, pour une nouvelle émotion spectateur. Rares ont été les créateurs, musiciens, concepteurs, artistes de l'image et ou du son à appréhender ces mutations organologiques. Comme le démontre en 1995 le plasticien Fabrice Hibert, avec son POF. Donc POF, c'est prototype d'objet en fonctionnement, qui s'appelle Deep Narcissus. La VR est question d'expérience. Alors ce petit POF, je vais vous montrer un peu le POF, comment il est. Ce petit POF est un masque de plongée transparent dont le verre est remplacé par un miroir. Le miroir est donc face à l'utilisateur, et ce dernier, dont l'utilisateur, se voit quand il met le masque, et après devine juste les mouvements de son visage, mais ne se voit presque plus. Donc, je vois juste avant de tomber dans une obscurité où sa vision de lui-même devient une image à jamais vue et toujours connue. Habité par ce masque aveugle qui devient son image, là, on peut se poser la question si la VR est un double chamanique pour parler aux autres mondes. Sur cette même piste, Pierre Huyghe, lui, imagine une sorte de livre ouvert et lumineux qui couvre les visages des personnages de ses expositions et d'un film assez long, qui fait 2 fois 1 heure, qui s'appelle The Host and the Cloud, donc qui date de 2009-2012. Paradoxalement, donc on voit quelques images. Je vais parler d'ego en voyant Jeffrey Combs qui vient de faire une pièce en VR. Paradoxalement, un des grands succès publics de la VR, de la chaîne Arte en 2015-2016, je ne sais pas si certains de vous l'ont vu, s'appelle Not on Blindness. C'est la mise en expérience, on peut utiliser ce terme, mise en expérience, c'est un peu barbare, d'une histoire vraie, celle d'un universitaire américain atteint d'une maladie dégénérative. Devenant aveugle jour après jour, il décrit sa vie, son parcours vers le côté obscur de notre monde. Donc il a fait un livre, il y a eu un petit film qui a été tiré.
Et Arte et CNILO a fait une expérience VR qui s'appelle Not on Blindness. Alors le spectateur de Not on Blindness mettait alors non pas un masque VR pour mieux voir de l'infiniment grand ou de l'infiniment petit, mais pour moins voir, prendre l'expérience de moins voir. Et encore une fois, c'est l'effet wow qui remporta la mise. Pourtant, le dispositif aux vertus curatives, la VR fut utilisée pour soigner les stigmates psychologiques des militaires traumatisés à base de jeux de rôle immersifs. Le réalisateur, par exemple, cinéaste Haroun Farroukhi, a conçu certaines installations avec ses reconstitutions guerrières de VR. Et le photographe belge-tunisien Karim Bel Khalifa utilise lui aussi la VR et l'intelligence artificielle, puisqu'aujourd'hui tout ça est associé, comme un outil social de réconciliation avec un projet qui s'appelle Vie Ennemie. Donc on a quelques photos de Karim Bel Khalifa. Alors ce travail Vie Ennemie, c'est un travail de longue haleine qui a couru sur 3-4 ans. Karim Bel Khalifa a été artiste invité au MIT. Il a rencontré les protagonistes, les pionniers de la VR, et il avait cette idée de faire revivre à ces expérimentateurs son expérience et ses sensations de photographe de guerre. Comment il avait rencontré les combattants, et donc quel dispositif il pouvait mettre en place pour ça. Alors, il a mis en place donc il a travaillé pendant 4 ans. Moi, j'ai suivi un peu les différentes étapes de son travail. Là, il a présenté récemment à l'Institut du Monde Arabe, et bientôt une application smartphone qui va sortir. Donc cette expérience sidérante destinée aux populations ennemies. C'est la rencontre enfin rendue possible avec l'avatar 3D de leur meilleur ennemi, en abîme avec son portrait photographique. Avec Vie Ennemie, il nous fait non seulement accéder à une expérience technique et sociale inégalable, boostée par une intelligence artificielle, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi partager l'expérience avec d'autres regardeurs, à la fois spectateurs et acteurs de l'expérience. Donc ça, excusez-moi. En fait, c'était les photos qu'il a fait et la première maquette qu'il a fait avant d'aller au MIT. Il a fait pas mal d'articles, et il s'est mis en tête de rencontrer les combattants ennemis de régions en guerre et de les interviewer. Et il s'est dit, il faut aussi que... Donc il a fait les révolutions arabes, mais il trouvait que ces guerres fratricides étaient beaucoup plus intéressantes, parce que quand il interrogeait ces combattants, mais on le voit d'ailleurs dans l'installation, il a un peu les mêmes réponses à ces questions, alors que c'est 2 camps différents. Il a un peu les mêmes réponses. Et donc là, il a fait les premières photos, c'est les articles qu'il a fait. Première expérience, une géolocalisation et 2 ennemis fixes. Et deuxième ennemi, donc il a été filmé en Palestine, donc les combattants du Fatah et de Tsahal, au Congo avec des rebelles et des militaires de l'armée régulière, et au Salvador avec des figures emblématiques des gangs rivaux, puisque le Salvador est un des pays les plus dangereux. Chaque combattant provoque un face-à-face, et Vie Ennemie place chaque fois son spectateur entre les 2 rivaux. Voilà. Donc ça, c'est comment ça a été filmé. Donc il a fait les interviews et il a remodélisé les personnages. Et c'est les premières. Donc la première expérience que vous voyez là-haut, où il y avait une ligne jaune et il y avait 2 personnages. Donc c'est le premier en Palestine. Et donc on se baladait de chaque endroit. Donc on était seul, suivi par toute une mécanique et beaucoup de fils. Et géolocalisé dans un espace vide. Et on pouvait aller voir les combattants sous le nez. Et si on s'en se rapprochait de l'un, on entendait plus l'un, l'autre, on appelait plus l'autre. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que le son fonctionne très très bien. C'est-à-dire que chaque fois, ils parlent dans leur langue. Et c'est doublé en français. Mais au bout d'un moment, vous avez l'impression d'être dans la langue et de tout comprendre. C'est assez étonnant comme le cerveau peut faire... Mais parlons de la suite. Donc ça, c'est... Et donc aujourd'hui, voilà comment ça se passe. Aujourd'hui, nous sommes dans un espèce de Wake Cube où les personnages, donc on a 3 salles, donc les 3 expériences, et on peut passer de salle en salle, et on a chaque fois le personnage avec une photo de lui, une photo de la réalité. Et on est plusieurs.
Donc, face à face, ce dispositif multi-user, VNI propose à un groupe d'évoluer dans ce musée de la haine, qui devient vite musée de la paix, car chaque guerrier a le même discours, celui de la paix comme rêve. Le spectateur de Karim El Khalifa n'est plus seul, il partage une aventure commune, mais là, il n'est plus temps de se divertir que d'une prise de conscience sociale par visage interposé. Aujourd'hui, les nouveaux spectateurs de notre nouveau métacinéma qu'est la VR, ou même les réseaux sociaux, n'ont pas de visage. Tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux, ça devient un peu le portrait, le réseau social, la page Facebook devient le portrait. N'ont pas de visage en voyageant à travers des méta-activités spectatrices, subjectives, où le regardant n'existe plus. Il est le regard. Et c'est ce regard que Karim veut changer en proposant son dispositif dans les zones mêmes où il a tourné et engagé ses rencontres. C'est-à-dire qu'il veut ramener ce dispositif, qui est quand même assez contraignant. Vous voyez un peu le nombre de personnes qu'il y a et qui se baladent. Il veut ramener ces dispositifs dans les zones. Il veut les ramener au Congo, il veut les ramener au Salvador, il veut les ramener en Israël. Ça a été projeté il n'y a pas longtemps. Le sujet regardeur est l'objet, le regardé. C'est ainsi que Rabanel, dans son ouvrage Le spectateur sidéré, tente de clarifier la situation de ce qu'il appelle le spectateur ultra-contemporain. Le cerveau, c'est l'écran, écrivait Gilles Deleuze. En écho au philosophe, c'est un cinéaste français, Yann Kounen, qui répond aujourd'hui. Le réalisateur de Doberman constate la disparition de l'écran, de l'écran de la réalité virtuelle et sa proximité de l'état du rêve. Le cerveau est réellement l'écran qui a disparu. Et Deleuze a 1000 fois raison. Le cerveau est plus que jamais devenu l'interface de nos images. Quatrième mur que nous sommes devenus, nous, spectateurs, aux yeux sans visage. Mais revenons à Franju, ce cinéaste de commande qui s'est violemment opposé au cinéma, qui dominait son temps, qui a confondé la cinémathèque, notre idée de cinéma de papa, et qui présupposait une activité critique et créatrice de la part de son spectateur. C'est ce qu'écrit Gérard Leblanc dans son ouvrage « Franju, une esthétique de la déstabilisation ». Donc on n'est pas très loin de la VR qui déstabilise aussi le spectateur. Parmi tous les concepts agités par les surréalistes, poursuit Leblanc, celui que préférait Georges Franju était celui de l'insolite. Franju disait que l'insolite était le non-événement, la perception de l'inhabituel, issu du quotidien, l'anormal du normal. Ne serait-ce pas là une description de ce que devrait nous proposer aujourd'hui la création VR, l'anormal du normal? Peu l'ont fait, sauf peut-être chez Biancali, Félix et Paul, Aline Combe. Je ne sais pas si vous avez vu ces expériences VR. Donc voilà, les yeux sans visage, le masque, l'idée du masque. En regardant tous ces métaspectateurs masqués d'œillères technologiques et casqués d'écouteurs binauraux, on ne peut ne pas penser à Franju et à son film Les yeux sans visage. Dans ce film des années 60 surréaliste, en diable, Franju travaille sur le double, répétition des situations, duplication des personnages. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce film fantastique, Franju rend visible ce que l'on ne voit pas dans une sorte d'infraréalisme. Pour conclure, je reviendrai sur une phrase d'André Breton qui disait « Ce qu'il y a d'admirable dans le fantastique, c'est qu'il n'y a plus de fantastique, il n'y a que le réel. » Si on remplaçait fantastique par virtuel, si on disait ce qu'il y a d'admirable dans le virtuel, c'est qu'il n'y a plus de virtuel, il n'y a que le réel, on aurait peut-être ici le portrait de la VR, au cœur des recherches de Bernard Stigliar, par exemple, sur l'organogenèse, que les technologies numériques rendent à nos yeux sans visage, dans le cadre d'une individuation. Merci. Merci. On va finir par cette image, qui est une image du film de Franju. Excusez-moi. Et on retrouve vraiment une image subjective du personnage. On se retrouve vraiment dans une image VR. Merci beaucoup. Des questions suite à cette intervention? Est-ce que vous pourriez donner l'orthographe de l'artiste dont vous parliez, Karim? Karim Ben Khalifa. K-H... attendez, que je ne veux pas vous dire de bêtises. Karim,
K-A-R-I-M-B-E-N, et Khalifa, K-H-E-L-I-F-A. Le projet s'appelle Vie Ennemie. Il est produit par France Télévisions. Des questions? D'autres questions? Oui. Simplement une petite remarque, effectivement, j'ai déjà essayé quelques dispositifs, et ce qui est assez étonnant, c'est effectivement qu'il n'y a pas de visage, également pas de corporéité. C'est-à-dire qu'on se retrouve, sauf des fois, on a simplement les limites des mains ou des choses comme ça, on se retrouve vraiment en tant que suspendu, quoi. Et ça, je trouve, au niveau même... pardon. Guillotiné, je dirais. Guillotiné. Guillotiné, mais effectivement sans la perception, c'est assez troublant au niveau phénoménologique parce que on n'a pas de corporéité vraiment, et on est vraiment un espace fantomatique. Voilà. Simplement, c'était effectivement... Alors, en fait, juste pour faire part de mes... Moi, j'ai testé en 91 5 into 1 de Matt Millikan, donc je peux vous dire un peu les changements des choses, et d'autres jeux qui étaient sur une plateforme. Quand on se déplaçait cette plateforme qui faisait 1 mètre carré, on voyait son corps bouger aussi. Et avec Data Glove ou Joystick, l'industrie, en fait, aujourd'hui, ce qui lui manque, c'est l'interface. L'interface, alors on a dans le HTC, on a la petite souris sur le casque, on peut bouger, ou alors le S-tracking, où quand on fixe un point, on change de mode. Donc il y a ça, cette interface. Mais ce qu'il y avait à l'époque, c'est qu'il y avait une technologie plus chère, plus lourde, mais plus poussée, et que l'industrie aujourd'hui, comme elle veut vendre, en fait, elle essaye de niveler par le bas, en fait, les choses. Donc c'est pour ça que je disais que l'effet waouh est les choses qui est mise en avant, alors que c'est pas ça. C'est qu'on voudrait de l'insolite au quotidien. Enfin, vous avez des choses très très basiques. C'est ce que font Félix et Paul, ce qu'a fait Biancali aussi dans sa chorégraphie de Biancali 360. Je sais pas si vous avez été voir ça. C'est sur internet, vous pouvez le voir. Moi je trouve ça excellent. C'est une chorégraphie VR, où vous êtes assis sur une table au milieu d'un open space, et puis d'un coup les gens bougent autour de vous, ça se met à danser, et chaque fois que vous tournez la tête, les gens viennent vers vous. Et en fait, c'est la chorégraphie, parce que comme c'est filmé en plan séquence, tout ça, tout est basé sur une chorégraphie. C'est théâtral, mais c'est chorégraphique aussi. Le théâtre est aussi chorégraphique à la mise en scène. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de gros plan, il n'y a pas de... Voilà. Et pareil, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de gros plan. Il y a une jeune artiste du Frénois qui a fait un petit film en VR là, récemment dans la Panorama, où il y a des choses aussi, des transitions VR assez intéressantes. Il y a des choses... Et sinon, il y a aussi des retours de quelqu'un m'expliquait qu'il y avait il avait fait une expérience VR où tu te baladais. Alors par exemple, je vous ai montré tout à l'heure une photo, alors je sais pas où elle est, on va essayer de la retrouver, d'un projet d'Ayun Kohn, qui s'appelle L'Oiseleuse, qui est ici, là. Et vous voyez, il y a tout un rapport haptique avec le sol. C'est-à-dire que la moquette, il y a différentes sensations sur la moquette, et on est dans une maison et on passe, quand il y a des escaliers, on descend l'escalier, il y a le décor qui avance, mais on avance un peu et on change de zone, en fait. C'est pas pour faire beau, ça c'est différentes zones de sensations. Excusez-moi, il y a d'autres questions. Pardon, j'aurais Oui. voulu aussi revenir sur la remarque de Vincent avec cette question du visage dans l'espace virtuel, et le fait qu'en fait, portant le casque, nos expressions ne servent à rien, et pour les gens qui nous regardent porter le casque parce qu'on est aveugle, et pour le supposé visage qu'on pourrait avoir dans l'espace virtuel, si tant est qu'on nous fasse sentir qu'on incarne un corps fictionnel. Et je suis tombée dernièrement sur des dispositifs qui arrivent à capter en temps réel le visage et à le transférer en image de synthèse. Et donc peut-être qu'on pourrait imaginer des façons d'habiter le monde virtuel qui prennent en compte un visage qui soit aussi visible et pas seulement percevant. Je trouve ça... Sans être un avatar. En étant un avatar dont on pourrait animer les expressions. C'est-à-dire que le rapport, si on en a un, si on est dans des films plus cinématographiques, si les rapports, qui permettrait d'investir les rapports avec les autres personnages. C'est-à-dire on initierait des réactions des personnages à partir de nos expressions. Les expressions ne seraient pas secondes par rapport à ce que les personnages nous opposeraient comme réaction. Récemment, j'ai testé quelque chose qui était plus de l'ordre du jeu à I Love Transmedia. Et c'était en fait un jeu où les personnages qui viennent en face de vous sont on dirait un peu des sculptures Xavier Veillant, c'est-à-dire
des fractales, enfin un personnage en fractal. Et ce qui est intéressant, c'est, parce qu'on me l'avait dit avant, c'est que moins on bougeait, plus il bougeait lentement. Et donc c'était un first person shooting, donc après il fallait les bastonner ou les... Ouais. Ouais, il s'arrête. Voilà. Quand on Oui, bouge voilà, pas, il exactement, bouge pas. exactement. Et donc c'était intéressant le rapport qu'on avait, le rapport physique qui n'était pas un rapport, c'était un rapport mental, c'était pas vraiment physique, mais c'était intéressant. Et pour venir sur tu disais qu'on était un peu léché, et j'étais avec Pierre Cassunugues, qui est je ne sais pas si vous connaissez, qui est un philosophe mathématicien qui travaille à Paris 8 et qui travaille sur justement les machines intelligentes. Et lui, il était carrément à quatre pattes, se cachait derrière les trucs, alors il n'y avait rien, quoi. Il était comme ça. Et donc, on peut rentrer dans le jeu, quoi. En fait, c'est un jeu. Attends, je crois qu'on doit... Oui, on doit rendre... dernière question, parce qu'après... Oui, moi justement, dans la suite de cette question du visage, je me posais la question dans l'INMI. Quel est l'intérêt, après, quand on revient au white cube, que le visage du soldat, ou des soldats, revienne en photographie, mais dans le monde virtuel, dans l'espace virtuel, Ouais. la modélisation, et enfin, quel est l'intérêt par rapport à cette question du visage, que ça revienne pour le spectateur, ou pour l'homme d'ailleurs. En fait, dans la première version, il n'y avait pas ces photos derrière. Et moi, ce white cube me gênait un peu quand j'ai testé ça. C'est que ça m'a beaucoup fait penser à l'exposition coloniale, voilà, qu'on vient en bête curieuse voir. Et quand j'ai dit à la productrice, elle a fait des bons, elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Et en fait, en réfléchissant, en écrivant, en réfléchissant un peu là-dessus, je me suis dit que c'était justement ce musée de la haine. En fait, il a fait un musée de la paix. Et c'est pas mal de faire ça en musée, quoi. C'était vraiment un symbole intéressant qu'on ne perçoit pas forcément au premier abord. Et je reviens pour la photo. Donc il n'y avait pas la photo dans la première exposition. Il n'y avait que deux personnages, il y avait la ligne jaune et tout ça. Et dans le dernier, il y avait c'était pas mal parce qu'en fait, on a la réalité et la 3D. Mais la 3D prend une réalité avec l'image derrière. C'est un peu confus, peut-être. Oui, mais d'un autre côté, le personnage a quelque chose de très... C'est-à-dire que le personnage vous appelle. Le personnage vous appelle, il est loin, il vous fait signe, venez voir, venez, il vous parle. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que j'ai dit que c'était un peu multi-user, c'est quand vous êtes dedans, en fait, vous voyez les silhouettes des autres personnages, les autres visiteurs qui sont à côté, qui ressemblent un peu à des mignons, vous voyez, un truc un peu... des mignons de moi moche et méchant. C'est assez étonnant. Et par contre, je pense pas qu'il c'est juste géolocalisé, c'est pas s'il se baisse, on va pas voir la silhouette se baisser, ou on va pas voir la gestuelle forcément. Et donc ça fait qu'on rentre jamais en collision. Vous voyez l'image ici, les gens arrivent à être assez proches, et jamais rentrent en collision. Et ce qui est aussi assez étonnant, et ça j'arrive pas à le savoir, et ça c'est un problème de visage c'est que les personnes là ne voient, même s'ils sont sur le même personnage, ils voient pas la même chose. C'est-à-dire qu'on a comme si on avait une sculpture. C'est un peu l'inverse du veau de Jeffrey Shaw, du veau d'or, où tout le monde voit la même chose. Là, c'est l'inverse, en fait. On pense qu'on voit la même chose, mais on ne voit pas la même chose. Parce qu'il s'adresse à chacun particulièrement. Je n'ai pas avoir répondu, mais ça fonctionne bien, les trucs des photos. Quand je l'ai pas testé, Oui. ça me fait vraiment penser à une exposition coloniale. Eh ben oui, et alors, il y a un truc que j'ai pas dit, je vais juste terminer là-dessus, c'est que selon vos actions, avec ces personnages, à la fin, alors c'est un peu gadget, vous allez me dire, à la fin, vous arrivez devant un miroir et vous allez vous voir, vous allez être un de ces personnages. En mignon. Pas en mignon, en vrai. Merci. Merci beaucoup.